Amnesty International a sorti son rapport annuel 2021 il y a quelques semaines maintenant. C'est un gros livre dans lequel on voit un peu tout ce qui concerne le non-respect des droits humains, mais aussi des aspects négatifs positifs dans le monde. En tout, ce sont 154 pays et territoires qui sont concernés par ce rapport. Marie Hochard, bonjour, vous êtes membre d'Amnesty International Rouen. Bonjour. Alors ce rapport, dans un premier temps, Marie Hochard, comment est-il élaboré ? Alors il est élaboré à partir d'abord tous les ans. Nous sortons un rapport, un bilan des avancées et des reculs concernant les droits humains, la situation des droits humains dans le monde. Il est élaboré à partir de faits, de chiffres, de lois, de textes de loi qui ont été votés ou de reculs, de lois qui reculent dans certains pays. Et donc ce sont des données objectives, vraiment. Et ça nous paraît vraiment important qu'il soit diffusé, lu et connu. Il l'est d'ailleurs, c'est une référence pour beaucoup de gens, journalistes, défenseurs des droits humains, décideurs. Il fait référence depuis de nombreuses années, depuis qu'Amnesty existe, puisqu'il est vraiment basé sur les faits. Et dans cette époque, actuellement, dans notre époque, on est inondé de fake news, de fausses informations, c'est important de pouvoir se référer à un document qui rend compte de ce qui se passe réellement sur le terrain, qui n'est pas contestable. Je veux dire, quand un pays décide par exemple, d'abroger une loi concernant la peine de mort, ça c'est incontestable. Quand des décisions sont prises, on ne peut pas les contester, ou des chiffres qui existent, quoi. Il est question des enquêtes aussi d'Amnesty dans ce rapport ? Oui. Non, pas vraiment des enquêtes. Disons qu'elles apparaissent. Vous voulez dire par exemple ce qui se passe en Ukraine, les enquêtes de la CPI. Non, de toute façon, là, on est en 2021. Le rapport concerne 2021. Non, mais on va citer par exemple toutes les violations des droits humains, les actes de torture qui sont répertoriés, reconnus, etc. durant une année dans un pays donné. Pourquoi c'est nécessaire d'établir un rapport comme celui-ci, surtout sur 154 pays et territoires ? Pourquoi c'est important ? C'est important pour, je vous le disais, rendre compte de la réalité, on peut dire, et non pas de tout de combattre tout ce qui peut être mensonger ou dénié par rapport à des actes répréhensibles. Donc c'est vraiment, et puis pour nous par exemple défenseurs des droits humains, pour vous journalistes aussi, c'est un moyen de savoir ce qu'il en est vraiment dans un pays, ce qui s'est passé durant l'année, qui a permis des avancées ou des reculs des droits de la liberté, des droits d'expression, etc. Alors on sort de 2 ans de pandémie, ce rapport il a été rédigé du coup pendant une année de Covid, période durant laquelle certains pays en ont profité un petit peu, on va pas se mentir, pour durcir leur politique. Il y a la guerre en Ukraine en ce moment, le conflit des civils au Yémen, enfin il y a plein de choses en ce moment dans le monde. Est-ce que du coup un livre comme celui-ci, un rapport, ça prend encore plus d'importance dans des temps comme on vit en ce moment ? Le rapport en fait disons qu'il y a 3 grands axes qui ressortent de ce qui s'est passé en 2021 dans le monde, dans ces 157 pays ou 154 pays. Le premier élément important, c'est concernant la pandémie, où le rapport fait apparaître que le monde de demain qu'on nous annonçait, on nous a annoncé pendant la pandémie qu'après, quand ce serait fini, un nouveau monde, etc. Donc nous disons qu'il y a eu, par rapport à cette promesse, on peut dire, c'est un rendez-vous manqué à deux niveaux, à 2 titres. Le premier rendez-vous manqué, c'est celui de la solidarité internationale. Alors que la pandémie était complètement mondiale, on pouvait s'attendre à ce que les États, les décideurs, fassent preuve de solidarité. Un chiffre qui parle tout à fait, donc il y a eu 6 millions de victimes, 6 millions de morts. Nous disons que ce sont 6 millions de vies perdues. Et le moyen d'éviter cela, c'est bien sûr la vaccination, le vaccin. On a constaté donc en septembre 2000, à la fin de l'année, disons, le nombre de vaccinés dans l'Union européenne était de 70% de la population dans l'Union européenne, alors qu'en Afrique, il est de 8%. Donc c'est énorme. On a constaté aussi que plus de la moitié de l'humanité n'avait pas reçu de vaccins ou n'avait pas reçu des doses, la vaccination complète, ou n'avait pas eu les rappels. On a découvert aussi que, c'est quand même assez scandaleux, dans les pays riches, on va dire, 500 millions de doses de vaccins n'étaient pas utilisées, alors qu'elles auraient pu être envoyées, etc. Elles étaient en plus périmées, bien évidemment, on ne pouvait rien en faire. L'autre rendez-vous manqué, c'est bien sûr celui de la cupidité des pays riches, et notamment de l'industrie pharmaceutique, ce qu'on appelle les big pharma, les grands groupes pharmaceutiques, qui certes ont travaillé très rapidement à élaborer des vaccins, ça c'est une avancée scientifique tout à fait importante, mais qui ont refusé de
de donner les brevets, de libérer les brevets, de les rendre disponibles pour les pays les plus pauvres, ce qui fait que le vaccin n'a pas pu être fabriqué dans ces pays. Donc c'est vraiment et on parle d'un égoïsme vaccinal ou une forme. Enfin, de toute façon, les grands groupes pharmaceutiques ont bénéficié d'argent public pour travailler très rapidement à l'élaboration de ces vaccins, et en même temps, ils ont gardé pour eux les bénéfices énormes qu'ils ont pu encaisser grâce à ces campagnes énormes de vaccination. Du coup, comment les droits humains ont évolué en 2021 ? Est-ce qu'on est plus sur une avancée, sur un recul ? Qu'est-ce qu'on doit en conclure de ce rapport ? C'est très difficile de... Enfin, nous sommes assez pessimistes tout en constatant qu'il y a beaucoup de mobilisation dans le monde entier. Donc, il y a des rapports de force, comme toujours. Mais globalement, disons, par exemple, la pandémie a été l'occasion de restreindre la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer. Sous prétexte de mesures sanitaires, on a empêché des manifestations. Il fallait absolument préserver, soi-disant, la sécurité sanitaire. Dans beaucoup de pays, ça a été l'occasion de limiter la liberté d'expression, des opposants aux politiques vaccinales, par exemple, aux politiques sanitaires, ont été arrêtés. Ça a été le cas en Chine et dans d'autres pays, en Égypte, etc. Et donc, il y a eu des mesures de répression occasionnées par cette pandémie, qui n'aurait peut-être pas eu lieu autrement. Et en même temps, les mobilisations ont existé pour contester, si on parle de la pandémie, mais on peut aussi parler de ce qui se passe par rapport à l'environnement, tous les gens qui s'opposent, qui se mobilisent pour la question de l'environnement, par exemple. Et pour la France, qu'est-ce qu'il en est, du coup ? Alors, en France, on a dû batailler, c'est un global, c'est les ONG, les défenseurs des droits humains se sont mobilisés très fortement contre la loi de sécurité globale, par exemple, ou la fameuse loi confortant les principes de la République qui s'attaque, selon nous, à la liberté d'association, à la liberté d'expression. Donc il y a eu des menaces qui ont été conjurées grâce notamment à l'intervention du Conseil constitutionnel qui a stopper certaines lois, par exemple sur la sécurité globale, concernant la surveillance, l'utilisation de drones pour surveiller les manifestants, la question des armes utilisées contre les manifestants, toutes ces mesures. Donc, heureusement, nous sommes dans un état de droit, mais il y a quand même il faut tout le temps être vigilant. Il y a ces tentations, disons, de la part des gouvernants français d'empêcher un certain nombre d'expressions de contestation, ça c'est évident. Est-ce qu'il y a des choses quand même positives à tirer de ce rapport ? Parce qu'on est beaucoup dans le négatif depuis le début de l'émission, mais est-ce qu'on peut apporter un peu de chaleur ? Bien sûr, il y a beaucoup de mobilisation dans de nombreux pays. Il y a plus de 80 pays donc pratiquement la moitié, où les gens se sont mobilisés massivement. Si on prend l'exemple de la Russie, les opposants donc qui défendaient Navalny, par exemple, qui a été enfermé, on le sait, si on prend, donc malgré la répression terrible qu'il y a dans ce pays, les arrestations, etc., si on prend le prix Nobel de la paix qui a été attribué à 2 journalistes, on en a déjà parlé, donc qui sont des défenseurs, qui ont vraiment pris des risques dans leur pays, aux Philippines et en Russie, c'est une grande victoire. Je veux dire que ce prix Nobel de la paix ait été décerné à ces gens. Et puis, la solidarité fonctionne. Si on parle des réfugiés, par exemple, dans beaucoup de pays, les citoyens accueillent, même des États ont pris des mesures. C'est pas toujours, la France n'est pas un modèle dans ce domaine, mais il y a une quinzaine d'États dans le monde qui ont pris des mesures de protection des réfugiés, par exemple, parce qu'ils sont très nombreux dans le monde. Il y a plus de 25 millions de personnes qui sont réfugiées, d'après l'ONU, qui sont réfugiés, qui ont besoin d'être protégés, disons, c'est énorme, quoi. Et si les États, la solidarité des citoyens ne suffit pas, il faut que les États fassent des efforts et promulguent des textes, et c'est le cas dans une quinzaine de pays, par exemple. Ça, ce sont des exemples positifs. En tout cas, ce rapport, donc je rappelle, ce rapport interne d'Amnesty International 2021 est disponible sur le site internet d'Amnesty, donc amnesty.fr. On peut aussi trouver sur votre site internet un tas d'autres informations sur tout ce qui concerne le rapport. Merci beaucoup, Marie Hochard, d'avoir été avec nous pour cette émission qui est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet, notre application, mais aussi notre chaîne YouTube Radio Sensation Normandie. Et le MAG, c'est tous les jours, c'est du lundi au vendredi à 13h30 et 20h. Merci d'avoir été avec nous.